Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va ce matin? C'était le matin. Winnie l'ourson et Tigrou se réveillaient et vu que ces bébés singes étaient partis. Pour ceux qui ont la référence, hein, bien sûr. Sombre référence d'internet. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout spécialement au host 12. Bonjour monsieur Geek, oui c'est moi. Bonjour, bonjour, je suis très mal installé, qu'ai-je donc fait? Vous m'entendez bien? C'est Poutou le son? C'est Poutou le son, tout va bien? Y a pas de souci? J'ai bien coupé la musique, oui. Je crois que j'ai oublié de remettre le son de certaines alertes, mais c'est pas grave. Je crois que j'avais laissé enfin, j'avais enlevé le son pour le format des entretiens, et je l'ai pas remis. Mais normalement, si, le son des follow et des abonnements, c'est bon. Donc n'hésitez pas à suivre et à vous Ici, abonner. à Ah la ben voilà! Cogip, c'est comme au ping-pong. Et sauf que les balles sont des dollars et que les raquettes sont des dossiers. Est-ce que l'alerte est trop forte? Moi, dans mon cas, c'était trop fort, mais je crois que j'ai abusé. Coucou Yggdrasil. Yggdrasil, c'est ça? J'ai pas bien vu. Mais bienvenue. On parle du triomphe de la culpabilité d'Hollywood. Oui, en fait, c'est vrai que je m'en veux, j'aurais pu faire... En fait, ce matin, on aurait pu faire les Oscars. On aurait pu faire les Oscars. Trop fort l'alerte, oula. Alors attendez. Bon, c'est vrai que souvent à l'usine on me dit j'ai des blagues nulles et ça fait rire personne. Voilà, coucou Picoto, Zigoto. Oui, oui, en fait, j'ai pas réglé au bon format. Là, normalement, j'ai baissé les alertes. Vous me dites. Philippe Poutou, c'était peut-être un peu... C'est un peu fort, jeune homme. Ouais, mais c'est la Cogip, ça. Oui, on aurait pu parler des Oscars, mais en même temps, j'ai pas vu les films. J'ai vu que Joker et Parasite, je crois, qui y étaient. La lutte des classes triomphe les Oscars après Cannes. Oui, oui, je suis bien content. Parasite, c'est vraiment trop bien, quoi. Parasite. Est-ce que vous avez déjà vu cette interview de Bong Joon-ho ce gros gauchiste de Bong Joon-ho qui fait une interview en disant oui, mais moi je parlais dans mon film de problèmes de la société coréenne et je me suis rendu compte que finalement ça parlait aux gens dans le monde entier. J'en déduis qu'on vit tous dans le même pays qui s'appelle le capitalisme. Très très bien. Ils nous ont tellement chauffé sur les primaires. Ouais, bah oui, oui, carrément. Oui, alors attendez, mais parce qu'en fait, on va pas forcément parler que des primaires comme ça. Mais c'est un format libre, vous le savez. C'est un format libre. Coucou, Chandru. C'est toujours trop fort ou pas? C'est toujours trop fort ou pas? Non? Tout va bien? Tout va bien? Je rebaisse peut-être un tout petit peu. Vous me dites. Vous me précisez. Oui, parce que... En fait, j'ai dit aujourd'hui, on va parler des médias. Coucou Boisdin, comment tu vas? Une matinale avec Boisdin. On avait fait une matinale pendant le recompte du stream avec Boisdin. C'était très agréable. C'était sa matinale, c'était trop bien. Je sais pas si t'en fais toujours, Boisdin. De ton côté. Coucou, Geezer K9. Je baisse encore, hein. Les alertes, c'est beaucoup mieux. Alerte Poutou, nickel. Très très bien. Et oui, et donc, j'ai dit les primaires. Non, parce qu'on pourrait parler des Oscars, mais à part dire Parasite, de toute façon, c'est le meilleur film. C'est trop bien. Et de toute façon, vas-y, je le dis. La vidéo de ce mois-ci... Enfin, par contre, on est février, il reste plus beaucoup de jours, donc je sais pas si j'arriverai à la finir, mais sinon, au pire, ça sera vraiment début mars. On parlera de la haine des riches, et on parlera de 2019, année de la haine des riches. Parasite, Joker et à couteau tiré. Donc oui, les primaires. Non, alors en fait, bon, on peut parler des primaires de manière générale, si vous voulez, mais bon, on va pas parler des primaires toutes les semaines non plus. Mais je me suis un peu chauffé pour parler des médias, parce qu'en fait, à partir de Twitter, je me suis un peu énervé, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui tombent un peu du ciel. Mais je vais vous expliquer quand même cette histoire de l'Iowa, quand même. Aucun Oscar pour du Kobu 3, je boycotte, bah ouais. Racisme anti-français. Racisme anti-français. Il n'y avait pas des tuches quelque part. Oui, en fait, à la base, est-ce que je l'ai là? En fait, je sais pas si vous avez suivi cette histoire de l'Iowa. J'imagine que vous en avez entendu parler et vous avez peut-être rien compris si vous suiviez pas un petit peu le truc. Mais en gros, donc, les primaires démocrates aux États-Unis ont commencé. Ça, vous le savez peut-être. Donc, le premier caucus, enfin, donc le premier vote, mais c'était sous forme de caucus, ce qui est une forme de vote un peu particulière que font nos amis les Américains, qui aiment bien inventer des trucs où on comprend rien, genre leur sport, ou leur déclaration d'impôt. Et donc, dans l'Iowa, ça s'est pas très bien passé. C'était le premier vote, parce qu'en gros, leur système de vote, déjà, il est compliqué de base. C'est un système de caucus, on avait expliqué. Remettez le replay sur les primaires américaines, on en avait parlé. Et ça, c'est pas bien passé. C'est-à-dire que les résultats étaient tout pétés. D'ailleurs, là, normalement, bon, on a des résultats à peu près définitifs, mais bon, il y a quand même des zones d'ombre, on va dire, sur comment ils ont été récoltés, etc. Résultats définitifs qui pour résumer, en gros,
donne Pete Buttigieg en premier sur le nombre de délégués en fait, il y a des délégués qui remontent comme ça. C'est lui qui gagne, mais il a plus de délégués tout en ayant moins de votes. Genre 6000 votes de moins que Bernie Sanders à tous les tours, parce qu'il y a des espèces de tours. On va peut-être pas rentrer dans le détail des caucus, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est ce qui s'est passé derrière. Coucou Zobi Zoba. Ce qui est intéressant, c'est leur système métrique, leur système d'unité de mesure, oui, c'est un petit peu comme leur caucus, etc. Non, mais ils aiment bien les trucs compliqués, qu'on comprend rien, qui gardent pour une espèce de tradition bizarre. Et bon, après, là, c'était pas que la forme du caucus, le problème, c'était leur appli pour récolter les données, enfin, il y avait rien qui allait. Et surtout, le problème, c'est la réaction médiatique. Moi, c'est ça qui m'a intéressé. Korgelizer, coucou, tu mérites un poutou, le voici. Ce qui m'intéressait, c'est ça. Si vous rematez, on a déjà fait une matinale sur les primaires, je vous avais dit de suivre quelques personnes, notamment Corentin Célin. Ce tweet date du 6 février, donc de ce moment-là, et c'est ça qui m'avait fait réagir. Parce que, en fait, en vrai, sa question est bien. Salut Steampump, comment vas-tu? Corentin Célin, donc, qui est un analyste. Si vous voulez suivre en français les primaires, Corentin Célin, c'est très très bien. Donc le fait que Bernie Sanders pourrait bien avoir remporté les 100% des bureaux, le fait que... Oui, je pense qu'il y a une petite... une erreur de formulation. Les Iowa Caucus, les 3 résultats posent question quant à la couverture frénétique de la victoire de Pete Buttigieg. Victoire entre guillemets. Pourquoi cette précipitation sur des résultats partiels? Parce qu'en gros, ce qui s'est passé... Il n'y a pas que les médias à blâmer dans cette histoire, hein, mais c'est justement ce qui m'intéresse, c'est cette question qui pose sur les résultats, le traitement des résultats. Donc en gros, c'était le bordel dans les résultats, et en gros, la structure démocrate sur place, le DNC, la structure qui gère la primaire dans l'Iowa, a communiqué des résultats partiels, et erronés. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont d'abord commencé à sortir des premiers résultats, puis ils ont dit, attendez, on va les reporter parce que c'est le bordel. C'est là où on s'est rendu compte que c'était un fiasco, qu'il n'y avait rien qui marchait. Et ils ont commencé à dire, genre, on va sortir 50% des résultats, 60% des résultats, etc. Avec qui donnait Pete Buttigieg devant, y compris au vote. Donc, des résultats faux, c'est-à-dire qu'après, non mais ça a été extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a eu... donc ils sortent des résultats en disant, bon, attention, c'est que, je sais plus, 50%, c'est que sur 50% des bureaux de vote, Pete Buttigieg devant. Et là, il a fallu qu'il y ait des mecs d'un des districts qui disent, mais attendez, je comprends pas, ça correspond pas aux résultats qu'on vous a envoyés. Et donc, on se rend compte qu'il y avait des problèmes dans les résultats. Ouais, voilà, c'est ça, c'est là où j'allais en venir. Ils font ça, on se rend compte qu'il y a des erreurs, ils recommencent, ils font attendez, on va faire des corrections, etc. Ils font monter, et ça a été jusqu'à donner des résultats à 97% des bureaux de vote, au moment auquel, alors, au fur et à mesure, les résultats de Bernie Sanders remontaient, notamment pour une raison purement pratique, qui est que dans les derniers résultats qu'on avait, il y avait ce qu'ils appelaient les bureaux satellites, qui sont en gros des bureaux qui sont mis en place dans certains endroits pour favoriser... certaines communautés ou quoi, enfin pas pour les favoriser mais pour que ce soit plus pratique, par exemple des votes dans des mosquées ou sur des sites de production, des trucs comme ça, ce qui sont souvent des votes de minorité et des votes de classe ouvrière, et ces bureaux satellites sont très favorables à Bernie Sanders. Parce qu'il a un vote, contrairement à ce que disent justement certains médias, il a un vote très diversifié et assez populaire, et assez ouvrier notamment. Vous avez peut-être vu passer cette image où genre les minorités linguistiques, ce genre de truc. C'est un truc purement pratique, mais il se trouve que la sociologie de ces bureaux fait que un candidat comme Bernie Sanders est favorisé par rapport à un candidat centriste comme Pete Buttigieg. Vous avez peut-être vu cette image d'ouvriers éthiopiens, enfin d'origine éthiopienne, d'un élevage de porcs, qui ont tous été... ils sont tous partis du travail pour aller voter dans leur truc satellite. Pour Bernie Sanders, ils étaient tous avec leurs petits panneaux et tout. Enfin bref, et donc le problème, donc il y a un problème clairement au sein du Parti démocrate sur la façon de gérer ça, en tout cas du Parti démocrate local. Et le problème, c'est qu'alors Pete Buttigieg, qui
n'a aucune face. Bon, bienvenue sur un stream objectif. Non, mais Pete Buttigieg qui, en gros, a sauté sur l'occasion pour faire tout de suite un discours de victoire, c'est formidable, etc. Sanders lui a réagi en disant « Attendez, non, ça ne va pas, car nous, on a nos résultats perso sur 40% des trucs, on est devant, avec une marge assez confortable, c'est pas normal, etc. » Et donc, d'où la question de Corentin Célin. Pourquoi cette couverture médiatique? C'est-à-dire que toute la couverture médiatique a été « Oh mon Dieu, Pete Buttigieg !» partout, incroyable, c'est hyper surprenant, ce qui est vrai que c'était pas lui qui était attendu avec un score comme ça, hein, ça bien entendu, mais en gros, aucune prudence, non pas qu'il l'ait donné, ils aient dit on a tous les résultats et c'est bon, c'est plié, mais qui en gros lui ont fait une couverture médiatique énorme, sans avoir les résultats définitifs, donc à partir de résultats partiels, et en plus erronés. Donc aucune prudence, ce qui pourrait... À la limite que Buttigieg il crie victoire, c'est pas très malin de sa part, c'est pas très réglo, mais à la limite il joue pour son camp, quoi, c'est normal. Mais que les médias le fassent, c'est un problème. Alors que justement, comme disait je ne sais plus qui sur le chat juste avant, Pete Buttigieg, ouais, Buttigieg, faut dire je crois, faut dire Buttigieg. Est-ce que c'est le nouvel Obama? Ouais, non, il est même moins à gauche qu'Obama, quoi. Moins à gauche qu'Obama, et en plus, c'est un petit blanc... Enfin, il y a même pas le... Tu vois, il a même pas le... Par exemple, sur le vote afro-américain, il est absolument pas comparable. C'est le candidat qui a le moins de soutien afro-américain. Il marche pas du tout dans cet électorat-là. Ce qui va lui jouer des tours, je pense. Alors qu'Obama, bien entendu, enfin, on a tous suivi l'histoire, là, il avait, par contre, énormément de votes dans l'électorat afro-américain. C'était assez historique là-dessus. Et donc, sur Bernie Sanders, les médias ont beaucoup plus de prudence, on va dire. Donc pourquoi cet engouement médiatique? Alors je voyais quelqu'un qui demandait les caucus, la différence entre les caucus et les primaires, c'est un peu... Remettre le replay, je l'avais expliqué les caucus. Coucou, Mogen Dabiel. Donc, Corentin Célin dit ces Iowa caucus sont un idéal type des failles de toute élection en démocratie, processus pas éprouvé en amont, disproportion entre polarisation médiatique et moyens humains à disposition. Coucou Kayadra. Double contrainte d'un résultat voulu immédiat par les temps médiatiques et fiable à 100%. Alors lui, son premier truc, c'est de dire qu'il y a une contradiction entre les médias qui veulent avoir des trucs à raconter, et là ils se retrouvent avec des résultats qui sont pas prêts, et en plus qui sont pas fiables. Mais sauf qu'à ce moment-là, si vos résultats ils sont pas fiables, et qu'en plus tout le monde le sait, votre rôle en tant que média, c'est de pas monter le truc autour de ça. De résultats tout pourris, tu fais pas tes news autour de ça. Tu appelles à la prudence. Ça renvoie à la nature de ces primaires US, élections devenues, pour les networks, donc les réseaux du câble américain, des produits d'appel pour drainer une audience nationale plus large, et les annonceurs qui vont avec, sans que les modalités pratiques aient été adaptées à cette dramatisation, entre guillemets. Alors là, les premiers éléments de réponse de Corentin Célin sont, on va dire, des éléments d'économie des médias. Encore cette nuit, CNN sortait un article pour expliquer que Buttigieg était bel et bien le gagnant de l'Ohio. Ils soutiennent à fond les centristes. Alors justement, on va y venir, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a que les médias aient un problème de modèle économique qui fait que ils ont besoin de faire des unes, de faire des news, etc. Ça explique en partie qu'ils s'emballent pour des résultats complètement pétés et partiels. Mais en vrai, ils auraient pu faire leur une sur le fait qu'ils étaient tout pétés. Ce qu'ils ont en partie fait, mais il n'y a pas eu beaucoup de prudence. D'ailleurs, sur le site le truc qui était assez fort, c'est... Coucou Elwandar, tu es en mode projet, je te félicite. Sur le site du Times, qui est quand même un très très gros journal, ils avaient, je sais pas, non mais du coup je pense pas qu'on puisse le revoir, je l'ai pas noté, ils ont une espèce de petit compteur, où en fait ils vont te dire, coucou Lex Tutor, tu te lèves, tu te couches, quelle heure il est dans ton beau pays, du soleil levant? Ils ont des petits compteurs où ils disent en gros qui est le gagnant en délégué en vote populaire, et ils mettaient Buttigieg à 95% sur leur compteur en disant alors ils mettaient pas à 100%, c'est-à-dire qu'ils disaient pas on a des résultats définitifs, mais ils disaient oui franchement il y a 95%, etc. Et en fait dans les heures qu'on suivi, ils ont juste annulé leur compteur, enfin ils ont juste tout remis à zéro. Coucou Amrod. Parce qu'en réalité, ils se rendaient compte qu'ils faisaient leur storytelling et leur petit... ils avaient l'impression de faire leur boulot avec des trucs qui étaient tout sauf fiables, quoi. Coucou Idolo. C'est tout le temps la Cogip, comment ça se fait? Est-ce que j'ai bien fait mes alertes? Est-ce que c'est purement aléatoire? Normalement c'est aléatoire. Il devrait y avoir des Philippe Poutou et ce genre de choses. Et donc, voilà. Et le problème, c'est que ça a des conséquences. Et c'est là où je veux en venir.
c'est que ça a des conséquences. C'est-à-dire qu'on peut dire, oui, les médias, bon, ils doivent faire du storytelling, Buttigieg, c'est un bon client, parce qu'en plus, il n'était pas vraiment attendu sur un très gros score là-dessus. Il a effectivement, qu'il soit premier ou pas, il a créé la surprise, effectivement, ça, évidemment, faut en parler. Mais toujours est-il que c'est Bernie Sanders, il se trouve que Sanders a fait plus de voix, mais il a moins de délégués, etc. C'est plus compliqué que ça. Et en gros, ils lui ont donné ce qu'ils appellent le momentum. C'est-à-dire que l'Iowa, en fait, l'enjeu, il n'est pas du tout sur le nombre de délégués. Parce qu'en vrai, ils en envoient très très peu. Et en plus, ils sont plus ou moins proportionnels. Donc en fait, bon, s'il y en a un qui fait 21 et un qui fait 20, c'est pas très important. L'important, c'est comment ça va changer la présidentielle derrière. Et c'est déjà le cas, c'est-à-dire que là, normalement, le duel qui était donné, c'était entre, en gros, l'aile gauche et l'aile centriste. Quand je dis l'aile centriste, c'est la droite du Parti démocrate, et on donnait Joe Biden, qui était largement favori. Et là, Joe Biden fait 4e, en plus pas très loin derrière la 5e, qui est une candidate très mineure qui s'appelle Amy Klobuchar. Donc ça, c'est une vraie news. C'est une vraie news. Ce qui s'est passé, que Biden passe derrière avec le candidat centriste qui remonte dans l'Iowa, soit Buttigieg. Et du coup, en fait, ils ont donné ce qu'ils appellent un momentum, c'est-à-dire qu'ils ont donné la seule chose que tu peux tirer du caucus de l'Iowa, en réalité, c'est donner une tendance et influencer les votes suivants en disant « Oh là là, mon Dieu, il se passe un truc autour de Buttigieg ». Et du coup, évidemment, pour les primaires suivantes, là, aujourd'hui, c'est le New Hampshire, avec le décalage horaire, Biden s'est écroulé dans les sondages parce que les gens ont vu qu'il était plus du tout favori, enfin en tout cas il n'avait pas été dans l'Iowa, et Buttigieg est monté à fond. Donc en fait, et du coup ils ont, à l'inverse, en faisant ça, tu prives Sanders, quoi que tu penses des deux candidats, tu prives Sanders du momentum. Donc ils ont roulé à fond dans le storytelling de Buttigieg, quoi. Alors pourquoi ? Parce que c'est assez grave, c'est-à-dire que ça a un impact réel sur qui pourrait sortir à la fin de la primaire américaine et éventuellement peut-être être le prochain président américain, ou ne pas l'être. C'est-à-dire que si, selon le candidat qui sort, ça peut changer le fait que Trump soit battu ou pas. Donc, ok, je suis d'accord avec l'analyse de Corentin Célin sur le fait qu'ils ont besoin dans le temps médiatique de faire des audiences et de parler de trucs comme ça. C'est un truc aussi qui s'est passé avec Macron, c'est-à-dire que Macron, il y a aussi une partie de l'emballement médiatique autour de Macron qui était sur le storytelling, c'est-à-dire que c'était une bonne histoire à raconter, ça faisait vendre du papier. Mais à un moment donné, il faut être honnête, il y a pas que ça. C'est-à-dire ça, faut en parler à un moment donné, quoi. Est-ce qu'en plus Biden, son principal argument est pas d'être le gros candidat ? Bah oui, c'est ça, justement. Ah bah oui, justement, c'est aussi pour ça qu'il s'écroule dans les sondages. C'est-à-dire qu'un des seuls trucs qui faisait que Biden était très haut dans les sondages, parce qu'il fait une campagne assez catastrophique, et il est pas tant apprécié que ça, c'est qu'il était connu et il passait pour le type qui allait gagner contre Trump et qui allait gagner la primaire. C'était un candidat par défaut, en fait. Et en fait, il se trouve qu'il est pas très doué dans la primaire. Enfin, manifestement, ça s'est pas très bien passé. Et qu'en plus, si il est pas capable de gagner la primaire démocrate, ou en tout cas de faire des gros scores dans des États comme l'Iowa, qu'est-ce qu'il va faire contre Trump ? Donc évidemment, c'est terrible. Et oui, Bilou, il est malade. Oui, il est assez... Enfin... Je sais pas s'il est malade, mais ouais, je pense qu'il a un peu le courant branché sur le gaz, quoi. C'est plus très bien câblé, tout à l'intérieur, comme il faut. Il a encore re-insulté quelqu'un à un meeting, là. Enfin bon, bref. Mais du coup, sur cette analyse des médias, j'ai l'impression qu'il y a un... En fait, ce qui était assez impressionnant, là, je vous ai mis le tweet de Corentin Célin, qui est pas un Bernie Bro, hein, et qui s'interroge un peu sur ce truc-là. J'ai l'impression que sur ce genre d'histoire-là, il y a une frange des commentateurs des médias qui en gros, sont... Salut Laguman, qui, en gros, comment dire... Enfin, même eux se posent des questions, c'est-à-dire se disent, attendez, est-ce que là, il n'y a pas un problème médiatique, quoi ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de traitement dans les médias de ces trucs-là ? Est-ce que le modèle économique sensationnaliste est vraiment bon ? Est-ce qu'il n'y a pas un biais contre des candidats ? Alors là, c'est Sanders, etc., mais ça marche pour d'autres pays. Est-ce que... Enfin, en gros, même eux, ils sont obligés de se poser des questions. Et même sans aller jusqu'à... C'est ce que j'avais... J'ai plus mon tweet, moi, de réponse à ça, mais le truc, c'était... comment dire, il n'y a même pas besoin d'aller sur les théories du complot, parce qu'après, il y a tout un tas de discussions sur le fait qu'en fait, le vote vaut rien, en fait. Le vote de l'Iowa vaut carrément rien, que l'app était complètement pété, que ça a été fait volontairement, enfin, on peut aller sur ce genre de trucs.
Mais même sans aller jusque-là, il y a un problème du traitement médiatique. C'est-à-dire que là les médias, d'avoir donné ce boost-là à Buttigieg, à Mayor Pete comme on l'appelle, ça sera plus facile à prononcer, de lui avoir donné ce boost-là, c'est une responsabilité, quoi. Les médias, ils ont une responsabilité, et ils l'ont fait sur des résultats qui sont absolument pas fiables, et donc là, il y a une autocritique à faire. Et il y a quand même d'autres explications à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, quand les gens, justement, les commentateurs un peu modérés se disent « Ah là là, mais il y a peut-être un problème avec la façon dont les médias traitent l'élection américaine. Il y a peut-être un problème avec comment les médias traitent les violences policières en France. » Vous avez vu ça en France quand même, que ils ont mis un bon moment. Alors, quand je dis « ils », ça veut un peu rien dire, parce que tous les médias ne sont pas... ils sortent pas tous du même moule exactement, hein. Même si, bon, on va dire les médias généralistes ou les médias d'infos corporatistes, on va dire, comme diraient les Américains, comment on a traité les violences policières. Alors là, c'est bon, ils commencent à en parler. Et d'un coup, il y a eu... vous aviez vu ce truc, c'était Le Monde, je crois, où ils avaient fait un super truc animé, où en fait, c'était le type qui s'était pris un flashball à la gueule à Bordeaux, je crois. Je crois que c'était à Bordeaux, vous savez, dans une rue, et il y avait une vidéo de lui à terre, etc. Ils avaient remonté tout le fil en expliquant que le tir n'était pas réglementaire, etc. Et en fait, ça faisait quand même des semaines que si vous suiviez un petit peu ce qui se passait dans les manifs, avec au moins des canaux un minimum diversifiés, ou votre bulle de filtre à vous, mais peut-être plus pro-manifestation, où du coup vous aviez plus vite accès à ça, où tout le monde parlait de violence policière. Et le temps de démarrage des médias, on voit que quand même ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de truc d'autocritique là qui commence à se faire, qui est que en fait, les gens se rendent compte qu'effectivement, il y a peut-être un problème. Il y a peut-être un problème dans les médias, il y a peut-être des biais. Alors d'où viennent ces biais ? Oui, voilà, c'est ça. Non, mais voilà, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, ils pouvaient plus masquer. Mais en fait, d'où viennent ces biais ? Parce que moi, l'autre conséquence que je vois à ça, outre la conséquence qui est que ça a des conséquences politiques, comme là, dans le cas de l'exemple de l'Iowa, même si en fait c'est un micro-truc, finalement, dans le problème général, ça a des conséquences sur le déroulé des élections, ça a des conséquences sur comment va se comporter la police, sur comment va devoir réagir le gouvernement, parce que c'est aux médias de dire, par exemple, dans le cas des violences policières, c'est un contre-pouvoir, normalement, c'est à eux de dire, attendez, vous êtes quand même un peu en train de shooter des gens, quoi. Anne Sinclair, il y a 2 semaines, Askolovitch hier, ben oui, mais bien sûr, bien sûr. Et du coup, l'autre conséquence que je vois à ça, c'est quand après on va se plaindre de la défiance envers les médias. C'est-à-dire que, en fait, vous avez vu toute cette séquence aussi où les médias se disaient ah mince, les gens n'ont plus confiance en nous. Alors ça s'est exprimé par exemple chez les Gilets jaunes, où les pauvres stagiaires de BFM qui se faisaient caillasser ou qui se faisaient virer des manifs, etc., qui se faisaient insulter. J'ai une anecdote là-dessus, quand on a tourné la vidéo de Noël, on a tourné à l'Hôtel Dieu à Lyon, et dans d'autres endroits comme ça. Et il y a un moment donné, un endroit où on tournait, il y a un type de la sécu de l'endroit en question, on lui demande, on lui dit ouais, est-ce qu'on peut se mettre devant ce truc et tout, est-ce que ça pose pas de problème ? Il fait non, il y a pas de souci, par contre vous êtes pas de BFM. Et tu vois, genre, c'est direct, donc ça sentait un peu le gilet jaune, quand même, mais vous voyez, bon, ça se voit là-dessus, et en fait, il y a même ouais, les chiens de garde, ouais, mais justement, en fait, on peut dire, oui, les médias, les nouveaux chiens de garde, etc., mais on peut faire aussi une analyse plus fine, quoi, une analyse plus fine de ça, et des conséquences de ce que ça a. En France, j'ai retrouvé le truc c'était quoi ? C'était Libé ? Attendez, je vais vous le retrouver. C'était où ? Confiance dans les médias. Attendez, je l'ai là, vous allez pas voir si je change pas de capture. Hop, magnifique fond d'écran. Et je l'ai là, normalement, l'article de Libé, où il y avait les chiffres sur la confiance dans les médias. Normalement, vous le voyez, là. Est-ce que c'est bon ? Oui, vous le voyez. Ah, par contre, je vois plus le chat, moi, c'est malin. Je vois plus qu'est-ce que vous dites. La question, c'est qui finance ? Oui, c'est un des points, justement. C'est un des points, mais je pense que c'est pas que le seul, en plus. Mais effectivement, il faut se poser ces questions-là, et j'ai l'impression qu'il y a des journalistes qui juste se les posent pas, ou le virent d'un trait de plume, quoi. Genre mais non, c'est pas important, etc., quoi. Et là, vous aviez les chiffres de ça. C'est en France, alors attendez, qu'on les ait avec les bonnes dates.
Oui, c'était parti d'un rapport annuel de l'Institut Reuters, donc, qui disait que seuls 24% des Français interrogés indiquent faire confiance aux médias. Le score le plus bas jamais enregistré dans cette enquête lancée en avril 2012, donc parce qu'on a les éléments comparatifs avant, dans 5 pays. Quand l'étude a commencé à mesurer la confiance en 2015, le taux s'élevait à 38%. Donc la chute est quand même assez vénère. Après, c'est une étude, mais c'est comme Reuters, ça va, quoi. C'est pas n'importe quoi. Le point Mediapart, abonnez-vous. Oui, oui, on peut en parler aussi de ça. Donc il y a des codes de confiance, etc. Donc BFM, terrible, les gens n'aiment pas BFM, tant mieux. Tant mieux. Mais ce qui est étonnant d'ailleurs, parce qu'en fait, BFM c'est hyper regardé. En fait, les gens regardent BFM, mais les gens ne font pas confiance à BFM. Ça, c'est terrible. Dépendance aux sources policières aussi, dans le cas des violences policières aussi, bien sûr. Ouais, mais après, à un moment donné... Oui, alors voilà, en fait, dépendance dans le sens où en fait ils ont besoin d'eux pour avoir des infos. Le problème, c'est qu'ils voient bien qu'il y a d'autres sources et qu'on les voit aussi. Donc à un moment donné, ils sont bien obligés de reconnaître qu'il faut parler des violences policières. Ils sont obligés de le faire. Et alors bon, oui, peut-être que ça va fâcher leurs indicateurs dans la police. Sauf qu'ils sont bien obligés, sinon la conséquence c'est ça. La conséquence c'est ça. Pas que pour cette raison d'ailleurs. Alors attendez, il y avait un truc intéressant, c'était il y a eu une chute brutale, comme par hasard. Voilà, l'effondrement survenu entre 2018 et 2019, qui est remarquable, moins 11% pour l'étude de l'Institut Reuters, moins 6% en moyenne pour celle de Lacroix. Si l'on observe également une tendance à la baisse entre 2 et 4% dans la plupart des pays européens, la France connaît la chute de confiance la plus importante. Surtout avec seulement... Coucou, The Noob Awaken, pardon. La France connaît la chute la plus importante, surtout avec seulement 24% des Français qui font confiance aux médias. Le pays est 37e sur 38, juste devant la Corée du Sud. Alors je sais pas comment sont les médias en Corée du Sud, ça a pas l'air d'être la fête. À titre de comparaison, le taux de confiance s'élève à 47% en Allemagne et 40% aux États-Unis. Et il y a un truc qui est assez intéressant, au Royaume-Uni, pardon, justement, parce que aux États-Unis, alors j'ai retrouvé le truc, c'est un institut aussi, c'est Gallup pas. Je vais pas tout vous lire, mais vous voyez que chez les Américains, c'est 41%. La date, c'était quoi? Septembre 2019. Donc ça va, c'est pas trop vieux comme source. Donc on est encore en plein dedans. Vous voyez que même les ricains qui gueulent, c'est 41%. Mais il y a un truc assez intéressant chez les ricains, là-dessus. Qui êtes-vous? Coucou, Base Contra, bravo. Ils ont pas le temps à cause du rythme. Oui, mais c'est pas que ça en fait. Alors justement, en fait, on pourrait noter les points. On va peut-être lister les points. Je finis sur les chiffres là-bas. Il y a un truc assez intéressant. Donc 13% qui ont une grande confiance dans les médias, 28 plutôt confiance, mais c'est quand même, on arrive à 41% de confiance quand même, ce qui est beaucoup plus qu'en France. Mais dans cette étude de l'année dernière, si vous regardez par parti, ça c'est intéressant, parce que vous avez 69% des démocrates qui font confiance aux médias, et 15% des républicains, avec 36% pour les indépendants. Si vous prenez les gens qui ont qui se revendiquent républicains ou démocrates ou indépendants, s'il y a des gens qui se revendiquent indépendants, ou en tout cas d'autres trucs. Je pense que là-dedans, ils comptent les libertariens aussi, les Verts, je pense qu'ils les comptent. Salut le Valfort. Ils les comptent en indépendants quand même. Ah, vous avez encore la pub pour l'armée au début du live? Ah, désolé. C'est quoi? C'est toujours la même? Pub pour l'armée? D'accord. Mais pourquoi? Pourquoi il y a des recrutements? Qu'est-ce qui se passe? Ça s'est calmé avec l'Iran, pourtant. Donc ça, c'est intéressant. Si vous vous souvenez que Trump a été élu sur le discours anti-média. C'est-à-dire, et ça c'est une conséquence aussi. À tort ou à raison, d'ailleurs, que aux États-Unis, il y a un délire autour de Trump, le média complot terrible, horrible, quoi. Mais toujours est-il que c'est ce qui a fait gagner Trump. C'est ce qui a fait gagner Trump. Alors après, on peut faire des cris d'orfraie, mais en disant mais c'est terrible, les gens ne nous font pas confiance. Mais voilà, c'est ça aussi la conséquence. C'est ça aussi la conséquence. Il y a une polarisation là-dessus, et cette polarisation, elle va se faire sur carrément le mec devient président des États-Unis, quoi. Le prochain Eastwood, ça a l'air bien anti-média et anti-démocrate. C'est quoi? Ah, c'est sur ce fameux type qui avait été accusé d'avoir posé une bombe, je sais pas quoi. Oui, carrément. Et sauf Fox News, c'est-à-dire que oui, les gens vont... En fait, ça qui est drôle, c'est que je pense que... Faudrait voir dans le détail fin du sondage, donc Fox News, qui est la chaîne la plus regardée
qui fait plus d'audience cumulée que CNN et MSNBC, donc MSNBC qui est la chaîne plutôt à gauche, gauche centriste, quoi, centriste démocrate, c'est-à-dire ils aiment pas trop Bernie Sanders quand même, mais c'est quand même, c'est leur libé, quoi, c'est leur libé de la télé là-bas, ou CNN, comme une très très grosse chaîne, pareil, un petit peu plus centriste, coucou Creeplay. Et donc, Fox News fait énormément, et il y a des gens qui, en fait, n'utilisent que Fox News. C'est-à-dire que quand je pense que les gens qui se revendiquent républicains, et notamment les gens qui regardent Fox News, qui sont essentiellement des républicains, je pense qu'ils comptent pas Fox News là-dedans. C'est-à-dire qu'ils se disent, quand on leur dit les médias, c'est ça aussi, ça veut dire quoi, les médias? Quand on leur dit les médias, ils pensent pas à Fox News, ils se disent, oui, les autres médias, quoi. Les médias qui sont méchants avec Trump, qui ont été méchants avec Trump. Et qui sont méchants avec nous, et qui nous regardent de haut, et qui nous mentent. Donc ils pensent à ça, ils pensent pas à Fox News. Et ça, c'est une question qu'on avait abordée avec Pagnac pendant le recon du stream. Salut Smicard, bravo pour ce Smic. Ouais, Fox News, c'est vraiment la parodie, c'est Robocop, quoi. Oui, carrément, ouais. Mais c'est polarisé. En France, les médias sont pas polarisés comme ça, ou en tout cas, ils assument moins. C'est-à-dire que l'équivalent de Fox News, ça serait CNews, en fait, ou BFM, mais ils assument moins le positionnement. On est une chaîne de droite, voire d'extrême droite. Voilà, CNews, ouais. D'ailleurs, bon, bah, je sais pas si le nom, ils ont essayé de faire pareil. Donc, valeurs actuelles. Ouais, si on parle... Là, j'essaie de rester sur la télé, parce qu'en fait, déjà, le problème, c'est ça, c'est de dire les médias, ça veut dire quoi? En France, il y a moins cette polarisation. Ce qui peut peut-être expliquer que, aussi, peut-être, hein, c'est un facteur sur la différence de résultats. Peut-être que si en France... on avait peut-être l'impression que la diversité de points de vue était plus assumée et qu'on n'était pas sur cette histoire de truc, cette histoire de dire non, on est objectif, etc. Et on se retrouve avec des CNews, des trucs comme ça et des gens qui n'assument pas leur truc. Ma théorie, c'est que le biais de confirmation est plus fort que la méfiance envers les médias. C'est-à-dire, j'ai pas bien compris ce que tu veux dire. Donc bon, oui, alors, il y a plusieurs personnes qui disaient des choses différentes. Donc, il y a le problème du modèle économique des médias. C'est-à-dire effectivement, eux, il leur faut des histoires à raconter, il leur faut de l'audience, etc. Ils n'ont pas le temps. Donc ça, c'est un vrai problème. Et ça, j'imagine que ça, par exemple, c'est intéressant d'en parler directement avec les journalistes, parce qu'il y en a qui parlent de ça, du fait qu'en fait, ils peuvent pas faire du vrai boulot de médias. En plus, ça, en fonction des types de médias, ça va pas être la même chose, c'est-à-dire que si ton modèle économique, c'est la télé, donc bah, tu dois faire des audiences. Sur Internet, il y a eu tout ce problème autour du fait qu'en fait, il devait faire du clic, donc ça a donné tous les titres putaclic, les titres complètement fumés, pour des infos qui, elles, sont assez fiables, mais avec des titres complètement fumés, et comme en plus la plupart des gens lisent que les titres, d'ailleurs on dit la plupart des gens, mais en fait on le fait tous, c'est-à-dire que quand on dit ça, c'est que je pense que, enfin, on voit tous les titres passer, on clique pas sur tous les articles, donc mine de rien, on peut se dire ouais, mais nous on lit les articles, on est des gens sérieux et tout. Désolé, je suis complètement déshydraté, j'ai l'impression ce matin, je vais boire une gorgée de café. Je vous enlève le bruit de bouche. S'hydrater au café, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais la caféine, c'est important aussi, mangez-en. Donc voilà, quoi d'autre? Bah, la radio, c'est un modèle différent, Mediapart, c'est un modèle différent, évidemment, les trucs à abonnement, ça marche pas pareil, et d'où le fait qu'ils puissent revendiquer une certaine indépendance, voilà, c'était le point Mediapart. Évidemment, en fait, c'est juste... En fait, c'est là aussi où je veux en venir, et où c'est que c'est pas du complot de se dire que selon si t'appartiens à Bernard Arnault ou si t'es financé par des abonnés, mais en plus des abonnés d'un certain type, on va dire, c'est-à-dire que les gens qui sont abonnés à Mediapart vont plutôt être d'une certaine catégorie socio-professionnelle, vont plutôt être à gauche, etc. Ça va influer la ligne éditoriale. Dire le modèle économique implique... salut Walden, tu mérites un poutou, donc je te le donne. Dire ça, c'est pas du complot. C'est pas du complot. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un problème aussi dans l'absence d'autocritique. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, dès que tu donnes des trucs qui sont en fait purement de la sociologie, purement de l'économie, dire vous avez un biais parce que vous pouvez pas travailler correctement. Le modèle de financement de Mediapart a aussi ses limites, d'ailleurs, bien sûr, sans doute. En fait, tous les modèles ont leurs limites, c'est juste qu'ils impliquent pas les mêmes choses. Et les modèles économiques de la presse généraliste, il y a un problème. Il y a un problème. Et en fait... Finalement, j'allais dire, il y a même pas débat, genre le mec il a décidé, c'est comme ça, mais en fait c'est juste, à partir du moment où vous constatez que ça crée des problèmes
du style ce qui s'est passé avec le caucus de l'Iowa, les violences policières, ou n'importe quel truc comme ça, à partir du moment où vous constatez que les médias constatent eux-mêmes qu'il y a ce problème-là, qu'il y a une défiance envers eux, que la raison soit vous appartenez à des milliardaires, vous roulez pour des milliardaires, vous roulez pour les centristes parce que vous êtes des putains de centristes, si on veut faire les Bernie Bros, etc. Qu'on dise ça ou ça, quelle que soit la raison, il faut admettre qu'il y a un problème, il faut trouver les... Si votre explication c'est « Oui, mais on peut pas bosser, vous comprenez, on doit faire l'audience, on peut pas bosser correctement », c'est un problème. Et ça, faut l'admettre. Et j'ai l'impression que, bon, les digues tombent un petit peu là-dessus, sur l'espèce de protection corporatiste de dire « Non, non, faut pas critiquer les médias ». J'ai l'impression que ça tombe un peu. D'ailleurs, il y avait l'article de... Il y a un article de Libé, là, que j'avais retrouvé, en fait, qui était pas trop... Enfin, qui essayait de faire ça, qui s'appelle l'examen de... Autocritique des médias, l'examen de confiance. Mais bon, sinon, qui reste pour faire ça, quoi. Et donc bon, j'ai l'impression qu'il y a les experts en tout et donc en rien. Oui, il y a aussi ça, mais en fait, c'est pareil. Pourquoi on invite des gens qui sont des experts en tout et en rien, c'est-à-dire des chroniqueurs tout pétés. Mais si dit, moi je suis un chroniqueur tout pété, mais bon, je suis pas payé 8000 balles sur LCI, quoi. Pourquoi, en fait, il y a ça? Donc, il y a cette explication du modèle économique. Là-dedans, il y a aussi le truc... Alors, évidemment, ce truc de... on va pas refaire on va pas enfoncer les portes ouvertes, mais vous connaissez ce truc de à qui appartiennent les médias. Alors, évidemment, c'est le diplôme. Vous connaissez ce graphique des diplômes, vous l'avez tous déjà vu. Voilà, ça, là. Vous l'avez toutes et tous déjà vu. À qui possède les médias, etc. On va pas rentrer dans les détails, mais vous le connaissez, ça. Vous savez que c'est un problème. Alors évidemment, bon, c'est le Diplo. Tiens, est-ce que j'ai toujours mon jingle du Diplo? Non, je l'ai plus. Il marche plus, mon jingle du Diplo. Tant pis. Vous n'aurez pas le jingle du Diplo cette fois-là. Mais donc, oui, ça aussi, c'est un problème. Faut en parler. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que t'as... Enfin, pareil, dans les trucs qui tombent un peu... c'est que pendant un moment, si tu disais « Ah oui, mais vous appartenez à des milliardaires », les gens vont te dire oui, mais c'est normal, ils possèdent le truc, mais ils n'ont pas d'influence dessus. Ça n'est pas un problème. Ils sont juste là pour financer la presse, etc. Et par contre, quand il y a eu, je sais plus de quel pays il vient, ce milliardaire tchèque ou je sais pas quoi qui rachète plein de trucs, qui a essayé de racheter le monde. Là, les jeux au monde, ils étaient là. Ah oui, mais non, parce que là, ça craint parce qu'il va nous faire dire non, ce mec, il a une arrière-pensée, c'est pas cool, on veut pas. Et donc en fait, en gros, c'est une fois que c'est un milliardaire qu'ils aiment pas, là ils commencent à se dire ah oui mais en fait, est-ce que ça aurait pas une influence un petit peu? Donc ça, tu vois, ils commencent à en parler un petit peu, ils commencent peut-être à reconnaître qu'il y a un problème avec ça. Dans les autres, en fait, il y a tout un faisceau de problèmes. Donc il y a qui possède les trucs évidemment, le modèle économique. Il y a aussi, alors voilà, justement, c'était dans l'article de Libé, c'est celui-là, l'autocritique. Attendez, c'est ça. Vous vous souvenez de ça? L'autocritique des médias par Libé, il y avait un passage qui était intéressant. L'avantage, c'est qu'ici, on en aime aucun de milliardaires. Non, bien sûr. On est financé par George Soros, sans doute en sous-main, mais on le dira pas. Abonnez-vous pour aider George Soros à financer des streams. Attendez, est-ce que c'était lequel? Ah, voilà. Ça, c'est un vrai problème aussi. Je lis pas Libé, non, ben voilà, mais... ça, un défaut est reconnu par la quasi-totalité des personnes interrogées, dont la totalité souligne que les violences contre la presse sont impardonnables. Les journalistes ont une conscience aiguë de leur uniformité sociale et culturelle, de l'absence de diversité parmi eux. Très souvent, ils vivent à Paris, et dans les métropoles, on fait des études supérieures, souvent Sciences Po et ou une école de journalisme, viennent des classes moyennes supérieures et disposent en moyenne d'un pouvoir d'achat plus élevé que le reste de la population. D'après l'Observatoire des métiers de la presse, le salaire médian des journalistes titulaires, 74% de la profession, était d'environ 3549 € brut par mois en 2016, soit environ 2800 € net. Celui de l'ensemble des Français était de 1800 € net en 2015, selon l'INSEE. Un chiffre plus en phase, quoique supérieur avec celui des journalistes pigistes et en CDD autour de 1900 € brut. Le profil socio-culturel des journalistes parisiens est très éloigné de celui des Gilets jaunes, constate Jean-Marc Four, chef du service international de Radio France. Ce décalage crée les conditions d'une défiance. Les journalistes n'ont pas une connaissance intime et spontanée des ronds-points, ou que la limitation de la vitesse à 80 km/h a été vue comme une agression du pouvoir central. Co-fondateur du média d'investigation local Médiacité, Sylvain Morvan a une jolie formule pour résumer le problème. Les journalistes écrivent librement ce qu'ils sont socialement programmés à écrire.
Merci, comment il s'appelle? Sylvain Morvan, bravo. Ça, c'est très beau. Les pigistes, c'est un enfer, faut l'avoir vu pour comprendre. Ouais, j'imagine, ça doit être n'importe quoi. Ça doit être n'importe quoi. Et du coup, ça, en fait, c'est pareil. Est-ce qu'on peut en parler? C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut dire, non, 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 les journalistes ne sont pas biaisés, ils font leur travail. Alors là, par exemple, très bon exemple, la vitesse à 80 km/h. Quoi qu'on pense de cette histoire de 80 km/h, effectivement, les gens à la campagne, ou la France périphérique, etc. et tout, eux, tout de suite, ils voient ça comme une agression. Et les journalistes peuvent pas le voir venir. Pourquoi? Pas parce qu'ils font mal leur boulot, mais parce que, sociologiquement, ils sont ce qu'ils sont. Et ça implique des biais. Ça implique des biais. Et ces biais-là, on peut en parler. En fait, dire qu'il y a des biais en fonction de qui est propriétaire du journal, de la sociologie des journalistes, etc., on peut en parler. Et ça, quand il y a eu le truc sur... En fait, pour revenir donc à l'exemple de la primaire dans l'Iowa, il y a eu des... comment dire, dans l'Iowa, il y a eu des foires d'empoigne, etc., parce que entre les fans aussi de chaque candidat, qui accusaient la presse plus ou moins d'avoir des biais. Et en fait, quand Corentin Célin, il dit pourquoi cet emballement médiatique autour de Pete Buttigieg, lui, il donne donc cette histoire de faut qu'ils fassent de l'audience, ils sont dans un temps médiatique qui est différent, ce qui est une analyse qui est juste, mais qui n'est pas excluante du fait de dire aussi que Pete Buttigieg est plus apprécié par les médias que Bernie Sanders. Et ça, en fait, il n'y a même pas besoin. On peut rentrer dans des trucs de consignes, etc. Il y a eu des trucs quand même sur certaines chaînes américaines sur Bernie Sanders qui étaient... Bon, évidemment, moi, je suis plus sensible à ça parce que je suis un Bernie bro, quoi. Je suis un Bernie bro étranger, quoi. Mais évidemment, je suis biaisé là-dessus, moi aussi. Mais il y a eu des trucs assez abusés. Mais même sans parler de consignes, etc., est-ce qu'on peut juste dire à un moment donné que des profils comme Macron, des profils comme Pete Buttigieg, on va l'appeler meilleur Pete, parce que j'en peux plus de dire son nom de famille, je supporte plus son nom de famille, c'est des profils qui sont plus compatibles avec la ligne éditoriale de ces journaux-là, la ligne de leurs propriétaires, la ligne de leurs journalistes eux-mêmes, en fait. Parce que la sociologie des gens, ça implique aussi qu'ils vont voter pour certains candidats. Je veux dire, c'est pas un secret que les votes sont extrêmement dépendants de quel âge vous avez, quelle est votre catégorie socio-professionnelle, ce genre de choses. Si vous êtes un homme ou une femme, alors en France, je sais pas exactement à quel point ça impacte, mais aux États-Unis, si vous êtes afro-américain, ou si vous êtes latino, ou si vous êtes blanc, ou si vous êtes du Midwest, etc. Donc à un moment donné, est-ce qu'on peut dire aux journalistes, écoutez, et d'ailleurs, vous voyez, ils se rendent un petit peu compte, est-ce qu'on peut juste dire, vous préférez Pete Buttigieg, vous l'aimez bien, vous avez envie de le mettre en avant, et vous n'avez pas trop envie que Bernie Sanders soit le nominé, que vous le vouliez ou non, vous pouvez faire des efforts sur vous-même, peut-être vous le faites, pour pas trop que ça se sente, parce que vous avez une déontologie, etc., mais est-ce qu'on peut le dire sans que ce soit de la théorie du complot? C'est ça le truc aussi, quoi. C'est pas de la théorie du complot de dire qu'il y a de la sociologie des biais, quoi. Et il y a une économie de la presse, etc. Et bon, alors j'ai l'impression que c'est un peu en train de changer, mais pendant un moment, notamment grâce à ce genre d'article de Libé, bon alors après je sais pas si l'article il est incroyable, il tape juste tout le temps, mais juste le fait de le dire, on commence un peu à pouvoir le dire, et je me demande est-ce qu'il y a des journalistes sur le chat, je ne sais pas, mais salut Côteleuse, comment ça va? Bon sang. Et en fait, il commence un petit peu à s'en rendre compte, mais aussi, donc, je reviens on quitte les raisons un petit peu pour parler des conséquences. Pendant un moment, il y avait un petit peu, vous savez, ce phénomène de dire, en fait, dès que si tu... vous savez, c'est le truc premier senteur, premier péteur, quoi, vous voyez? C'est le truc, en fait, si c'est vous qui dites qu'il y a un problème, c'est vous qui créez le problème. C'est-à-dire que si tu dis, attendez, les médias, vous déconnez, c'est vous qui créez la défiance. C'est-à-dire que tu dis, attendez, là, sur les médias, vous êtes un peu des vendus quand même, sur certains points. Genre là-dessus, vous avez été un peu merdique. Alors, je dis les médias, hein, je caricature, hein, évidemment, ça veut rien dire les médias, mais bon. Si tu soulèves des critiques comme ça, pendant un moment, c'était ah ben non, du coup, c'est toi qui fais monter la défiance. Et du coup, ça, c'est ta faute. Ça, c'est la faute des gens qui disent du mal des médias. Salut, Naphtaline. Et le problème,
c'est que peut-être les journalistes aussi se rendent compte, peut-être les journalistes, les organes de presse, etc., tout ce monde-là, hein, je dis pas les journalistes individuellement, j'ai l'impression que ça change un petit peu parce qu'ils se rendent compte que ça... Alors déjà, ils peuvent plus faire leur boulot parce que quand ils vont s'ils vont en manif, etc., sur les gilets jaunes, ils se font virer, etc., évidemment. Ils se rendent compte de ça. Ils se rendent compte aussi que peut-être, bah ouais, ils ont merdé sur certains points. Et ils se rendent compte aussi qu'une des conséquences, c'est que si vous allez... En fait, les gens qui sont défiants vis-à-vis des médias, tu peux leur expliquer tout ça. C'est-à-dire que tu peux leur dire, mais ouais, mais... c'est pas, ils sont pas tous aux ordres de Macron, c'est pas qu'ils reçoivent des mémos ou quoi de l'Élysée, etc. Et enfin, une caricature comme ça, ils sont aux ordres, etc. Mais en fait, les gens, ils ont pas le temps de se demander toute la journée, c'est quoi votre problème, le problème de votre modèle économique, les problèmes des pressions que vous recevez, etc. Les gens, ils ont pas le temps. Tu peux pas leur demander ah oui, mais vous vous rendez compte quand même, en fait, on a un problème d'autant médiatique, etc. La plupart des gens, ils ont pas le temps. Tout ce qu'ils voient, c'est qu'en gros, ils se prennent des tirs de flashball, et que dans les médias, on dit pas qu'il y a dans les médias généralistes, on dit pas qu'il y a de violence policière. Ils voient ça. Ils voient ça. Et du coup, bah, défiance envers des médias, qui a des conséquences. Alors comme l'élection de Trump aussi. C'est-à-dire que si Trump, il peut pas se faire élire sur une plateforme qui dit les médias sont tous contre moi, et c'est tant mieux parce que c'est des connards, si les gens trouvent pas que les médias c'est des connards. Enfin en tout cas, les gens qui sont susceptibles de voter pour lui, donc par exemple les 15%, du coup 85% de républicains qui sont critiques, qui n'ont pas confiance dans les médias. Ça marche que justement si y a un problème dans les médias. Et pendant un moment, la réaction, ça s'est un petit peu calmé là-dessus, c'est quand même vrai souvent, c'est quand même souvent vrai, premier senteur, premier péteur. Source Source, quelle est ta source pour dire ça? Faisons un vrai travail journalistique. La réaction, ça a été « Ah, c'est les fake news ». En fait, c'est les fake news, c'est terrible, les gens y croient à des conneries, et nous, on n'en fait jamais des fake news, donc on va aller faire ça. Et du coup, la réaction, ça a été tout le délire, ouais, ce qu'il faut, c'est qu'on fasse du fact-checking. Ce qui est déjà un truc où, au début, on était là, je sais pas vous, moi j'étais là genre, mais attendez, c'est pas votre travail déjà de base, en fait, fact-checker les trucs. Vite fact-checkons, et on va contrer Trump, et Bolsonaro, et les fake news, et Russia Today, avec du fact-checking. Sauf que, en fait, dire à des gens qui ont pas confiance en toi, écoutez, on va s'auto-réguler, ouais. Surtout, si c'est en fait pas pour s'auto-réguler soi, parce que nous aussi on dit des conneries, ou en tout cas les gens pensent qu'on dit des conneries, on va fact-checker les autres qui nous plaisent pas, quoi. Ce qui devrait être le cas, en fait. Genre, en fait c'est normal de fact-checker, fact-checker les gens que t'aimes pas, c'est normal, on le fait tous, tu vois, d'aller dire, bah non, c'est pas vrai ça. Mais en fait, si c'est juste, genre, tu vois, typiquement, les décodeurs au début, c'est-à-dire, on va faire autorité en disant, ça c'est des gens sérieux, c'est des gens pas sérieux. Après, je dis pas que le travail de fact-checking en lui-même n'est pas intéressant et n'est pas fait, mais je suis pas sûr que l'effet sur la confiance soit génial, quoi. Et que ça marche trop bien. Et du coup, après, c'est facile d'aller se plaindre Enfin, c'est facile d'aller se plaindre. Tu peux toujours aller te dire, mais je comprends pas, les gens, ils sont trop cons, ils vont sur Russia Today alors que c'est les Russes qui manipulent les trucs. Et ben ouais, mais sauf que s'ils vont là-bas, et c'est peut-être aussi parce qu'ils y trouvent pas un truc qu'il y a dans les autres médias. Évidemment que Russia Today, c'est... tout le monde est au courant que, voilà, normalement, c'est même marqué sur YouTube maintenant en dessous. Ça, c'est le gouvernement russe. Évidemment qu'ils font de la propagande Russia Today. Évidemment. Et ça, j'imagine que... Enfin, tout le monde n'en est peut-être pas conscient. Salut, Acropolis. Acropolis, c'est une pourriture communiste. Est-ce vous pouvez me faire une capture d'écran de ça? Est-ce que vous pouvez clipper ça, s'il vous plaît? Merci. On a la preuve que Acropolis, c'est des pourritures communistes. Bravo à eux. On dit pas Arte c'est un complot franco-allemand. Alors après, attendez, quand même un truc sur... Clippez-moi ça, je vous en prie. J'ai pas fait de capture d'écran. C'est pas grave, sinon je ferai une capture... Non, le mieux, je ferai une capture d'écran sur le truc. Oui, mais alors, en fait, évidemment, mais ça t'as raison. T'as raison de dire que effectivement il y a d'autres trucs. Il y a France 24 aussi, c'est le gouvernement français. D'ailleurs, c'est marqué, hein, sur YouTube, par exemple, t'as France 24, c'est le service public français, donc c'est l'État français. Après, il faut... pas faire du whataboutism, comme ils disent, c'est-à-dire dire que c'est kiff-kiff bourricot, c'est-à-dire que la Russie a quand même une politique d'influence médiatique qui est un peu plus, on va dire, proactive, quand même, que France 24.
Voyez, même si effectivement c'est le cas, il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas France 24 n'est pas ou Arte ne sont pas objectifs et sont aussi dépendants de leurs fonds, etc. Euronews aussi. Vous voyez, oui, c'est assez assumé par les. C'est-à-dire que c'est même pas de la russophobie non plus. Et c'est pareil, c'est pas des théories du complot. C'est-à-dire que on peut juste, c'est juste des conditions matérielles qui font que là, la Russie, leur politique, c'est de faire ça. Oui, Al Jazeera, etc. Mais par exemple, Al Jazeera. C'est le Qatar, je crois, Al Jazeera, si je dis pas de bêtises. Donc le Qatar, c'est quand même pas les... Enfin, moi, j'ai pas une sympathie particulière pour le Qatar. En revanche, Al Jazeera, ils font du journalisme aussi. Il y a des... Oui, c'est le Qatar, merci de me confirmer. Al Jazeera, ils font du journalisme... du journalisme total. Mais je veux dire, t'as des trucs... Heureusement qu'il y a Al Jazeera pour avoir les images, parce que c'est eux qui les ont, c'est tout. Et pareil, pour revenir, bon, je reprends l'exemple de RT, parce que c'est un peu le grand méchant. C'est-à-dire qu'en gros, RT, c'est le truc qui focalise sur... soit les gens vont dire, ouais, mais eux, au moins, ils parlent des gilets jaunes, etc. En face, tu vas avoir les gens qui disent, oui, mais non, c'est Poutine, c'est affreux, etc. Genre, faut y aller, faut pas y aller. Toujours est-il que, bah, moi, ça m'arrive... Il y a même des vidéos, je crois, où j'ai mis du RT. Pour aider les dirigeants d'aujourd'hui à RT si c'est triste, quoi. Salut Ilianas. RT si t'es triste. Oh, on a fait la même vanne, bravo. Très bien. J'avais pas lu avant. Et donc, ben genre, je sais pas, moi, genre, si je veux écouter Lordon chez Tadi, eh ben, malheureusement, je peux pas le faire ailleurs que sur RT, quoi. Moi, j'aimerais bien l'écouter ailleurs, ça. RT, ils payent bien. Ils sont super réglo pour l'achat d'images. Bah peut-être, j'en sais rien. Mais oui, enfin voilà, c'est RT de toute façon, ils prennent tout ce qui fait chier, ce qui donne c'est dans leur avantage de donner une autre image, bon, de la Russie déjà, et puis aussi de donner, d'aller contre le discours officiel mainstream, on va dire, par exemple du gouvernement en l'état actuel de la France. Lordon avait pas dit qu'il voulait pas aller chez Tadi, en tout cas il y était. En tout cas il y a été. Après, j'avoue que je l'utilise pas comme grosse source d'infos RT, mais voilà, genre, je sais plus, quand il y a eu on avait fait un stream sur les retraites à un moment donné, et je voulais juste Philoche qui... Oh non, c'était l'assurance chômage. L'assurance chômage, qui en a parlé, quoi. Alors maintenant, t'as des trucs, France Q, France Inter, etc., ils en parlaient, mais genre, si tu voulais avoir Philoche qui explique l'assurance chômage, là, dans les jours où c'était l'actualité, fallait aller sur RT, quoi. Donc, bon, voilà. Ah oui, alors oui, ça parle d'AJ+. Alors AJ+, en fait, AJ+, c'est Al Jazeera, hein. J'espère que vous le savez. D'ailleurs, vous avez vu, la stratégie, c'est la même, c'est Russia Today, c'est RT maintenant, on dit RT. AJ+, c'est Al Jazeera, ils disent AJ+, pour qu'on n'entende plus Al Jazeera. Et par exemple, si vous regardez des trucs même ricains, genre, si vous regardez des genre John Oliver, bah, hyper souvent, c'est Al Jazeera. Parce qu'en fait, si tu veux avoir des images d'un autre truc, en fait, c'est un contre-pouvoir. C'est là où, quand même, en vrai... C'est quand même un autre problème, justement, c'est la diversité, en fait, dans les médias. C'est-à-dire que c'est pas de dire les médias sont pas objectifs ou les médias sont à la solde du gouvernement. C'est qu'à un moment donné, ça serait bien qu'il y ait un peu plus de contrepoint. Enfin, qu'est-ce qui fait que... eh ben, des fois, t'es obligé d'aller sur... Enfin, si tu veux avoir certaines émissions ou certains types de contenus, t'es obligé d'aller sur RT. Et parce qu'en fait, eux, ça les arrange. C'est pas parce qu'ils sont pour la démocratie et la diversité, c'est que eux, ça les arrange de donner un autre point de vue. Donc si tu veux un autre point de vue, bah du coup, tu vas sur RT, quoi. En sachant exactement ce que c'est. Ou tu vas sur... Mais pareil, si tu j'en sais rien, tu lis Mediapart, t'auras un point de vue Mediapart, quoi. Si tu veux peut-être un contrepoint, tu vas voir sur Le Point, par exemple. En fait, la diversité politique, c'est ça qui crée les contre-pouvoirs aussi. Et sauf que là, la diversité politique en France, c'est assez compliqué, quoi. En tout cas, dans ce qu'on va appeler les médias mainstream ou ce genre de choses. Et donc, bref, qu'est-ce que je voulais dire aussi là-dessus? Et oui, bon, après, oui, ici, je voulais dire ça sur les fake news et Trump, etc., et que c'est pas très très efficace de juste dire, oh là là, vous écoutez des fake news sur Facebook. Et pareil, genre là, sur les fake news russes, parce que c'est vrai, les Russes, il y a les fake news volontairement créées par des soutiens du gouvernement russe, etc., pour influencer les élections, ce genre de choses. Ça, c'est documenté, il y a pas de souci. Et les fermes à trolls, etc., et pendant un moment, c'était le grand truc, quoi. C'était le grand truc, c'était ça, sauf que là, maintenant, les gens se rendent bien tous compte que les trolls macronistes, c'est le pire truc du monde, quoi. C'est juste le pire truc du monde. Donc, à un moment donné, si tu contestes la pratique, et que tu contestes pas la pratique juste quand c'est ton adversaire... il faut être honnête un petit peu là-dessus. Et j'ai l'impression que c'est un peu en train de bouger là-dessus. Je vais faire mon optimiste, mais bon. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous trouvez qu'il y a
Alors bon, je vous biaise un peu en mettant ça en fond. Est-ce que c'est moi qui rêve, ou est-ce qu'il y a une autocritique des médias qui est en train de se faire? Peut-être à cause des violences policières, peut-être à cause du traitement des violences policières. Le monde est rempli de trolls macronistes. Le Monde, le journal, j'imagine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On va faire Brunémétrie. Est-ce que vous avez... Non, pas vraiment? Dans la jeune génération, oui. Ouais, chez les jeunes journalistes, tu veux dire? Je parle de vraiment dans l'autocritique à la marge. En fait, ça serait intéressant d'en parler avec des journalistes, quoi. La jeune génération qui est plus diversifiée, oui, et encore en plus, ils sont mal payés, du coup, ils sont moins CSP+, c'est ça? Donc, en fait, est-ce que finalement, la solution, c'est pas juste de continuer à payer les nouveaux journalistes comme de la merde, pour qu'ils soient plus proches du peuple? Non, c'est pire truc, surtout pas. Surtout pas. Regardez, à Mediapart, ils font leur boulot en étant très très bien payés. Enfin, Mediapart, ils payent assez bien les gens, pas trop de secrets là-dessus. Leurs journalistes, ils sont... Il y a des interviews de Harfi où il parle... Enfin, tu vois, heureusement qu'un mec comme Harfi, il est bien payé. J'espère, parce que il prend quand même un certain nombre de risques. Donc, peut-être une mini remise en question, mais ça reste léger. Ah, il y a eu de l'autocritique pendant les Gilets jaunes. Bah, il m'a semblé aussi. Ça a été long à démarrer, ça a été un peu diesel, mais... Si on paye mal les journalistes, seuls des petits bourges pourront être journalistes, bien sûr. Bien sûr, bien vu. Effectivement. Et ah oui, alors bon, évidemment, une des conséquences aussi de ça, moi, par contre, c'est un truc qui m'énerve. Toujours pour dire ça, parce qu'en gros, moi, l'envie d'en parler ce matin, c'était venu de ce truc de l'Iowa, parce que il y avait une espèce de truc ouais, premier senteur, premier péteur, c'est-à-dire si tu dis qu'il y a un problème de biais dans les médias, c'est toi qui crée la défiance et c'est toi qui crée le problème, en fait, quoi. Alors que si on n'en parle pas, du coup, il n'y a pas de problème. Il y a un autre truc, c'est avec des mecs comme t'as Abou Hafs ou Gaspard Glantz, etc., qui sont des jeunes, etc., journalistes, comment ils disent, militants, du coup, maintenant. Ce qui d'ailleurs est pas... Enfin, oui, il est militant, t'as Abou Hafs, je crois que c'est quand même pas un secret, il a pas l'air de s'en cacher. Le truc, c'est que le manque de... En fait, le rejet d'une partie de la profession, et notamment d'éditorialistes qui font pas du tout de terrain envers ces gens-là. On peut en penser ce qu'on veut du travail de Ta, ou de Gaspard Glantz, ou tous les journalistes gilets jaunes, même si vous voulez aller sur les trucs, vraiment, les journalistes spécifiques aux gilets jaunes, parce qu'il y a eu tout ce truc-là, les journalistes qui faisaient les lives Facebook, etc. Si vous voulez... comment dire, si vous voulez les critiquer, il faut le faire, d'autant que c'est un peu une nouvelle façon de faire, et c'est des gens assez jeunes, souvent, donc forcément il y a des trucs critiquables, et en plus c'est des gens qui assument une part de militantisme, etc., donc forcément il faut un contrepoint, bien sûr. Mais en fait, juste les foutre sous le tapis en disant ces gens-là, c'est pas des journalistes, et en plus, de manière assez grave, c'est-à-dire en les foutant sous le tapis quand ils ont des problèmes juridiques, en n'allant pas soutenir les collègues, en gros, quoi. Le problème avec ça, c'est que vous pouvez faire ça publiquement en disant non, c'est pas des journalistes, etc. Effectivement, contrairement à Eric Brunet, qui lui est journaliste et pas militant, bien sûr, vous pouvez très bien dire ça, sauf que ça va pas vous aider, hein, sur la défiance des médias, parce que Benalla, c'était à Abou Hafs, quoi. Les violences policières, c'était Dufresne et Abou Hafs. Vous voyez? Donc à un moment donné, il y a un truc un peu objectif qui est... sur les violences policières, ou sur Benalla... Enfin, on va rester sur les violences policières, mais Benalla, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que, heureusement que... Enfin, les images, c'était là, quoi. Sur les violences policières, les gens voient bien que sans ces gens-là... Enfin, c'est eux qui en ont parlé. Et maintenant, c'est un fait. Et maintenant, même la presse mainstream le reconnaît. Il y a des trucs, il y a eu des articles hyper vénères qu'on pop, genre je sais plus, les Inrock, tu vois, des trucs super edgy, CSP+, ou je sais plus si c'était Libé qui avait fait un truc vénère sur les violences policières, Le Monde, le truc où ils avaient démonté entièrement tout ce tir de flashball là à Bordeaux, etc. Les premiers, en fait, en gros, l'histoire leur a donné raison. Donc après, on peut penser ce qu'on veut d'eux, de leur méthode, etc. Sauf que là, pour le coup, c'est eux qui avaient raison, et la presse mainstream a été obligée de le reconnaître. Donc à un moment donné, juste dire que la critique soit juste, c'est pas des journalistes, ça va juste, en fait, aggraver le problème, en fait. Ça va juste aggraver le problème. Parce que les gens voient bien que, bah, si, et puis même sur certains points qui concernent les gens, des fois, de manière... dans leur chair, même, hein, quand même, les histoires des violences policières, et le traitement des mouvements sociaux, c'est
C'est quand même un truc, c'est un affect assez puissant quand même pour les gens. Ils voient bien que là-dessus, ils ont fait le taf et pas les journaux, pas la presse généraliste, quoi. Donc ça veut pas dire, moi je suis pas du tout là pour dire, enfin j'espère que c'est clair depuis le début que je suis pas du tout là pour dire, ah les médias vendus, saloperie quoi. Tu penses quoi de Quotidien? Je regarde pas. Je suis pas persuadé d'être la cible de Quotidien, j'ai l'impression que c'est très parisien caustique. Je n'ai aucune idée, ça fait longtemps que j'ai rien vu. Boif, il se traîne le boulet de Tolbiac aussi. Ah bah oui, c'est sûr, mais à ce moment, mais du coup, qu'est-ce que ça, tu vois, enfin qu'est-ce que ça change au final? Parce qu'à ce moment-là, Patrick Poivre d'Arvor, il se traînait des boulets vachement plus vénères, tu vois. Genre, tu vois, tu peux pas, ou alors à ce moment-là, tu le traites à égalité, c'est-à-dire que tu dis, là-dessus, t'as fait grave de la merde. Sauf que c'est, en plus, faut voir dans quelles conditions il travaille, pour quel salaire, etc. Il faut le dire, hein, quand il fait de la merde, faut bien sûr le dire. Même quand on est un peu du même camp. Moi, évidemment, je suis un peu dans son camp. À Tahabouaf, donc ça m'arrange, ce qu'il fait. Ça m'intéresse. Donc évidemment, je suis pas objectif du tout. Mais très bonne interview de Castro tout de même, bien sûr, Patrick Poivre d'Arvor. Ben oui, enfin voilà. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux pas faire. En fait, le problème, c'est pas dire les journalistes de terrain, ils ont tout le temps raison, ou Tahabouaf, il a tout le temps raison, ou dire Le Monde, ils ont tout le temps raison, et les autres, ils font que des fake news. C'est à un moment donné, c'est le deux poids deux mesures le problème en fait. En plus, il n'était pas journaliste lors de l'occupation de Tolbiac, peut-être, mais en plus, il a quoi? Il a 24 ans, je crois. Enfin, juste à un moment donné, en fait, faut faire comme avec les autres journalistes, en fait. Leur taper sur les doigts quand ils disent de la merde. Sauf que, évidemment, faire de la merde quand t'es un peu tout seul à la base si j'y suis, et que t'as 24 balais, c'est pas tout à fait la même chose que quand t'es Le Monde, tu vois. Et ça leur arrive, quoi. Ou quand t'es salut Tamouz, ou quand t'es j'en sais rien, voilà, CNN ou MSNBC sur les caucus de l'Iowa, quoi. Sur le caucus de l'Iowa. Mais encore une fois, en plus, là où en plus il y a un truc qu'il faut préciser, c'est que en soi, sur le caucus de l'Iowa, pour reboucler là-dessus, vu qu'il est bientôt 10h, pour reboucler là-dessus, on n'est pas dans le domaine de la fake news. En fait, c'est pas tout se résume pas, contrairement justement à toute la frénésie, toute la frénésie autour de faut fact-checker. Le problème n'est pas que le fact-checking, c'est-à-dire que les médias n'ont pas dit Meilleur Pete est premier avec 100% des résultats sûrs. Personne n'a dit ça. Personne n'a menti à ce point-là, ou quoi que je dis personne, ça se trouve... bon, bref. C'est pas impossible, ceci dit, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est... Vous avez vendu tout de suite une narration comme quoi Pete avait gagné l'Iowa. Et que c'était à peu près sûr. Et en fait, c'est pas un mensonge. C'est juste que c'est pas sérieux. C'est pas du boulot, ça. C'est pas du boulot. Vous faites pas ça avec 60% des résultats sur un truc qui est tout flingué. Vous faites pas ça, quoi. C'est ça le problème, en fait. C'est que c'est pas une fake news, en fait. C'est un biais. Vous avez favorisé Meilleur Pete. Et faites attention à ce que vous faites, quoi. Ou au moins, assumez-le, quoi. Assumez-le. Après, aux États-Unis, il y a tout ce truc de... Alors, les chaînes de télé le font pas, hein, à ma connaissance. Même si, évidemment, Fox News, c'est républicain, etc. Par contre, la presse papier fait... Alors ça serait intéressant de creuser là-dessus. La presse papier fait un truc, c'est qu'ils soutiennent des candidats. Y compris certains journaux locaux. Par exemple, là, avant l'Iowa, il y avait les journaux qui disaient qui soutenaient à la primaire démocrate, quoi. Un truc ironique dans le milieu du journalisme, c'est que l'une des récompenses les plus prestigieuses, le prix Pulitzer, porte le nom d'un journaliste qui était loin d'être objectif. Ah ben peut-être, mais de toute façon, l'objectivité, enfin... Là, il est -8, on va peut-être pas avoir le débat sur l'objectivité, quoi. Enfin, juste, à un moment donné, je pense, on l'a déjà eu assez suffisamment, non, peut-être ce débat... là-dessus. Et d'ailleurs, il y a... Bah attendez, en fait, je voulais mettre le livre derrière moi. Je vais essayer de vous le trouver. Je vais vous conseiller un bouquin avant de partir. Je reviens. Je crois qu'il est juste derrière. Bon, non, je le trouve pas. Je le trouve pas. Mais l'objectivité, en fait, il y avait un truc, justement, là on parlait de Dufresne. Moi, donc David Dufresne, j'imagine que tout le monde connaît, au moins pour
Allô, place Beauvau, etc. quoi. Moi, en fait, je le connaissais pour un bouquin qui s'appelle Tarnac Magasin Général et qui était un. Et en fait, franchement, relisez ce bouquin, quoi, si vous l'avez déjà lu. Et moi, je vais le relire. C'est vachement intéressant parce que Pulitzer, il fait des tas d'appels pour que les USA attaquent Cuba en 1898 avec des éditos ultra racistes dans la presse espagnole. Bah ouais. Après, c'était peut-être un grand journaliste quand même, mais un grand journaliste réac. C'est pas grave. Tant que c'est un peu assumé. Finalement, c'est un journaliste militant, d'une certaine façon. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il explique ça, en gros, pourquoi il a arrêté d'être dans des rédactions et qu'il est parti en indépendant. Et il dit, moi j'en ai rien à foutre, enfin l'objectivité, je m'en tape, quoi. Genre vraiment, c'est de la merde et ça n'existe pas, quoi. Genre, c'est vraiment un délire, c'est un totem d'immunité tout pourri et tout. Et en fait, ce qui est intéressant, alors du coup, en plus, ça fait un bouquin, mine de rien, plus agréable à lire, c'est que il raconte vraiment, comment ça s'appelle déjà ce journalisme-là, où en fait, tu te mets en scène aussi un petit peu. Tu te mets en scène. D'ailleurs, je pense que j'en parlerai sur le docu qu'a fait Marinette, enfin Marine Perrin, sur le Gonzo, ouais, voilà, c'est ça. Sur j'aimerais bien en parler avec elle, tiens. Je l'inviterai. Sur les cyberviolences conjugales, elle a le parti pris de se mettre en scène. De mettre en scène son enquête, en fait. Et voilà, donc c'est du gonzo, j'imagine. Je crois que c'est ça. Une conférence gesticulée, non. De se mettre en scène. Et donc, c'est un choix. C'est-à-dire que si vous regardez les docus Netflix, par exemple, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu vois pas de journaliste, en fait. Les docus récents, là. Salut, Alouane West. Tu mérites un poutou, le voici. Et Tarnac, c'est intéressant parce que justement, en fait, tu retrouves déjà tout ce problème pour une affaire qui, en plus, là maintenant, c'est terminé. Genre, ça a été jugé. Enfin, la messe a été dite, en fait, sur ce truc-là. Et tu vois comment, à l'époque, les médias ont traité l'affaire, les flics ont traité l'affaire, comment un journaliste indépendant peut, lui, d'une autre manière, traiter l'affaire et être plus dans le juste, alors qu'il n'est pas objectif. Voilà, enfin, je sais pas, sans aller jusqu'à... Moi, après, c'est vrai que j'aime bien cette culture-là, mais c'est aussi peut-être parce que je suis pas journaliste, hein. Mais, vous voyez, genre... Tiens, on pourra en parler un jour de ça aussi, mais vous savez, tu sais, tous les reporters qu'ils appelaient les mudcrackers aux États-Unis, c'est-à-dire les gens qui retournaient la boue, quoi. Les gens qui retournaient la boue. Et donc, les Jack London, les trucs comme ça, comme ils disent dans le grand détournement, où c'était beaucoup des socialistes, en fait, socialistes révolutionnaires. Et dedans, t'avais Upton Sinclair, moi, qui est un des mecs qui a écrit un bouquin que j'adore. On a déjà parlé dans une vidéo parce qu'il s'était présenté dans Collectiviser Hollywood, on en avait parlé puisqu'il s'était présenté en Californie sur une plateforme où justement il voulait collectiviser le logo d'Hollywood et tout. Et en fait, il a écrit un bouquin qui s'appelle La Jungle, qui est sur les abattoirs de Chicago, et qui est un super bouquin, sauf qu'en fait, alors, il a vraiment fait une enquête en immersion, etc. Donc, c'est un gros pavé là-dessus, donc il a été là-bas, et en plus, il était aidé par des syndicats, donc il pouvait rentrer dans les trucs. Et de toute façon, c'était un tel foutoir que tu pouvais, en fait, c'était hyper facile d'enquêter. Et en fait, il a écrit un bouquin. Alors par contre, il se met pas en scène lui, il met en scène un personnage d'ouvrier des abattoirs. Donc c'est complètement... Ça, franchement, là, aujourd'hui, les gens... Enfin, un journaliste, il ferait un truc comme ça, les gens, je pense, le défonceraient. Je crois que c'est un peu ce que fait Dufresne sur son dernier bouquin. En fait, c'est des personnages fictifs. Donc c'est complètement de la fiction, mais c'est basé sur des vrais trucs. Et en plus, genre, le mec, il assume complètement. C'est-à-dire que c'est de la fiction, il y a complètement c'est un roman et tout. Et t'as... pareil, je devrais l'avoir sous la main, mais il doit être à perpète les oies derrière. Où en fait, en gros, t'as des moments où même il fait de la... Genre, l'ouvrier, il va à des réunions de socialistes. Il découvre le socialisme et... Waouh, c'est trop bien, tu vois. Et donc, il fait complètement... Il y a des trucs, c'est du tract, quoi. C'est complètement du tract. Et ben, toujours est-il que ce bouquin-là, quand il l'a fait, ça a tellement choqué les gens, et qu'en fait il y a eu une commission qui a dû, sous pression en fait, alors qu'il y a eu des pressions contre lui pour pas qu'il le sorte, évidemment, normal de l'industrie. Il y a eu des enquêtes qui ont dû être menées là-dessus, il y a des lois qui ont été passées, c'était Roosevelt je crois, c'était FDR, qui l'avait reçu, etc. Et en fait ils avaient tout vérifié, quoi. Enfin tout vérifié, alors je sais pas exactement comment ils ont vérifié tout, hein, mais... La meuf sanglier dans la dernière saison de BoJack, ouais. Ouais, c'est un peu ça. Mais ça, c'est plus c'est plus les trucs people, quoi.
Et en fait, ça a eu des conséquences en termes de loi. Et ce qui était assez drôle, c'est que d'ailleurs, en fait, ce qui a choqué les gens, c'est en gros comment on produisait la viande. C'est surtout ça qui a choqué les gens, parce qu'ils se disaient, ah mais en fait, on mange vraiment des trucs qui sont produits comme ça. Et du coup, il y a eu des trucs sanitaires de fait. Par contre, pour le droit des ouvriers, qui est le genre 80% de l'intérêt du bouquin, il y a personne à gueuler, parce que ça les concernait pas directement. Ce qui les intéressait, c'était que ça soit pas... c'est que la bouffe qu'ils mangeaient tous les jours soit pas complètement pourrave, quoi. Mais bon. La meuf sanglier, je sens qu'elle fait référence à des trucs que je maîtrise pas en plus. Ouais, non, moi c'est pareil, ouais, dans BoJack, mais c'est vrai qu'il y a ce truc assez marrant avec les deux journalistes dans BoJack. Mais je pense qu'ils font un peu référence à espèce de journalisme à l'ancienne. Bon, de toute façon, il va être 10h, donc je vous conseille, lisez La Jungle et lisez... Alors franchement, lisez maintenant, je pense que c'est encore plus intéressant maintenant. Tabarnak, Magasin Général de David Dufresne. Je recommande, c'est vraiment très 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 bien. Et donc voilà. Et est-ce que je voulais rajouter un truc? Je vérifie quand même avant la fin. Parce que j'ai plus trop de temps. Ouais, j'avais un article sur les médias anglais aussi parce que. Coucou, Danan Tesio. Coucou à toi, tu es en mode projet, je t'en félicite. J'avais un article sur sur les médias anglais qui revenait sur la campagne générale et en fait les biais anti-Corbyn et anti-Labour des médias et surtout comment en fait les médias ont évolué, la diversité des médias anglais. Mais c'est un article du Diplo, donc si je vous le partage et que vous n'avez pas l'abonnement, ça marche pas. Mais là, j'aurais pas le temps de le lire, cet article, malheureusement. C'est un article de Aaron Bastani qui s'appelle les médias britanniques sont... non, attendez, c'est ça? Les médias britanniques sont-ils tous de droite? Et c'est pas mal parce qu'en fait, il revient sur l'évolution, en fait, en gros, de la presse britannique, où en fait, on est passé d'une situation où il y avait historiquement plutôt de la diversité. En gros, tu avais des journaux un peu Labour, des journaux un peu Tories, et ça se complétait. Et que maintenant, en fait, tout a été racheté. Et y compris la BBC qui est censée être indépendante, il y a des biais énormes dans le journalisme anglais, donc ça c'est une question qui est assez intéressante, mais en fait c'est là où on voit que le problème est le même un petit peu partout. T'avais ce truc de... Oui voilà, il y avait la citation marrante de... C'est Rupert Murdoch, ça s'appelle M. Murdoch, Monsieur Murdoch, je sais pas, qui est un patron de presse, et qui possède le Sun notamment, et qui disait, si vous voulez savoir ce que je pense, lisez le Sun. Alors ce qui peut être interprété de deux manières différentes, c'est-à-dire que tu peux te dire... En fait, ce type est d'accord avec le Sun, d'ailleurs c'est pour ça qu'il l'a acheté. Coucou Charna. Tu crèves les yeux, ça c'est bien. Ah ben non, parce que ça c'est les LBD, c'est pas bien. Fallait le prendre au sens métaphorique. Oui, alors soit vous vous dites, en gros, il est d'accord avec son journal, soit ça veut dire, en gros, toutes mes idées, je les fais passer dedans, quoi. Donc bon. Pour aider les dirigeants d'aujourd'hui à interroger... Alors apparemment ça explique la meuf sanglier dans BoJack. Alors ne spoilez pas par contre, je vous le demande. Salut Truitre. Donc voilà, bon je vais pas vous lire tout l'article du Diplo, en plus j'en ai déjà lu un, et il est 10h donc je vais vous laisser. Et pareil, je cherchais, est-ce que vous connaissez il y a un truc que je trouve assez marrant, qui résume un peu tout ça, où je trouve que c'est un grand moment, mais il est souvent sorti, c'est Chomsky. Alors je l'ai pas trouvé en sous-titré français, désolé. Il y a un Chomsky avec un journaliste canadien, je crois, mais l'extrait il est connu, et en fait j'adore cet extrait parce que je trouve qu'il résume assez bien le problème. En gros il dit... il explique aux journalistes un peu pas mal de trucs dont on vient de parler là, il se pose pas mal de ces questions-là, et en fait, le journaliste lui dit, mais attendez, en gros, en fait, en gros, il dit, il pense que... Attendez, j'avais la citation. Il s'appelle Andrew Marr, le journaliste. C'est la BBC, donc c'est pas un Canadien, j'imagine, ça doit plutôt être un Anglais, et il dit comment pouvez-vous savoir que je m'auto-censure, parce qu'il fait tous ces reproches-là, un peu tous ces reproches-là aux médias, et donc le type, en gros, ne comprend pas, en fait, il se dit, mais attendez, en gros tu m'accuses de me censurer et de pas être objectif, et Chomsky lui répond, je ne dis pas que vous vous auto-censurez, je suis sûr que vous croyez tout ce que vous dites, mais ce que je veux dire, c'est que si vous croyiez quelque chose de différent, vous ne seriez pas assis là où vous êtes assis. Et ça, c'est trop... J'adore ce moment, parce que je trouve que c'est vraiment la punchline qui résume tout, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir recours à des théories du complot ou à quoi que ce soit. Salut Hitch, pourriture communiste. Il n'y a pas besoin d'avoir recours à des théories du complot ou à quoi que ce soit, en fait. C'est juste... Il y a une sociologie des journalistes, il y a des mécaniques de pouvoir, il y a des mécaniques économiques qui font que on peut se retrouver avec une situation qui, là, a atteint un niveau assez gravissime de l'état des médias, et en miroir de défiance justifiée ou non vis-à-vis des médias. Voilà, donc tout ça pour dire Noam Chomsky, quoi. Tout ça pour dire ça.
Il reprend la punchline de Graham Allison. Ah bon? Oui, oui, pour les classes sociales, etc. Donc bon, voilà, bref, je pense qu'on va se quitter sur cette petite citation de Chomsky que j'aimais bien. Malheureusement, j'ai pas retrouvé l'extrait sans sous-titres, donc parce que l'interview est un peu plus longue et c'est assez intéressant. Et c'est très très drôle de voir la tête du journaliste qui en fait ne comprend pas la critique parce que en fait il ne peut, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ne comprend pas la critique parce qu'il a l'impression qu'on lui dit en fait tu t'auto-censures et t'es un vendu. Et en fait lui il est lui-même, donc on peut imaginer qu'il le sait qu'il n'est pas un vendu. Il ne se vit pas comme un vendu et comme quelqu'un. Il le sait qu'il ne s'auto-censure pas, qu'on lui met pas des coups de règle sur les doigts pour dire les mots du pouvoir, etc. Il le sait. Par contre, ce qu'il n'arrive pas à comprendre, en fait, c'est que c'est pas ça le problème. Et que c'est pas ce qu'on lui reproche. Il est très sincère, mais il est le produit de sa sociologie et de ce que sont les médias, en fait. Et il serait pas là s'il pensait pas autre chose, quoi. Donc bref, Chomsky boss du game, effectivement. Qu'est-ce que je vous mets à la fin comme petite musique qu'est-ce que une musique j'ai essayé de mettre des musiques qui ont un rapport, mais j'avais pas. Ah bah si, je vais vous mettre Radio Gaga. Mes versions... Attendez, je vais mettre une autre version. J'avais mis Radio Kills... non, Video Kills Radio Stars. Vu qu'on parlait des médias, et du coup je vais vous mettre Radio Gaga, mais version Electric Six, comme ça nous changera, et je vous dis à très bientôt. Version Armée Rouge, non je crois pas que ça existe, faudra regarder, si, peut-être ça existe. Je vous dis à très bientôt, demain soir, Banner Saga du Peuple à... C'est quoi déjà 19h-21h, Banner Saga du Peuple. Je pense qu'après, je jouerai. On verra ce qu'on fait après, mais en tout cas, ça c'est sûr, 19h, 21h. Et Zizek est plus rigolo que Chomsky, oui, ça c'est vrai. Chomsky n'est pas très drôle et Zizek est extrêmement drôle. Mais il parle pas des mêmes trucs. Et mercredi, 20h, 22h, pour Hasta la Vista Fauteuil Club, où je recevrai Angle Droit pour parler de droit du travail. Elle a beaucoup de choses à dire. Donc je pense que ça va être très très cool. Et je pense que je vais surtout lui poser des questions, parce que je pense qu'elle a beaucoup de choses à expliquer là-dessus. La musique, maintenant, écran de fin. Coucou à John Yupa avant de partir quand même. Et à très bientôt.